On entend souvent des Stephen Hawking ou des Elon Musk nous mettre en garde contre l'intelligence artificielle, le cyberterrorisme ou encore les pandémies. Et vous vous êtes jamais demandé à quoi pourrait bien ressembler le monde si leurs craintes étaient radicalement éloignées de la vérité? Cet écart s'appelle le transhumanisme. Le transhumanisme a pour but de transcender l'être humain et de passer de Homo sapiens à Homo Deus. Pas le temps pour un long discours, faisons les choses simplement. Le principe de cette émission est fort simple. Vous présentez des faits qui vont vous voir le monde tel que l'idéalisent certains auteurs de science-fiction et certains chercheurs. Nous nous baladerons ici à la recherche d'informations sur le transhumanisme qui est à l'extrême opposé aux paroles qui sont pleines de bon sens pour Elon Musk. Mais nous reviendrons plus tard sur ces bonnes paroles. D'abord, humain, humaine, bienvenue dans Trans. Le transhumanisme est clairement théorisé dans les années 80-90, mais c'est en 1957 qu'on trouve l'origine du mot. Mais c'est dans l'Antiquité qu'on trouve son origine intellectuelle. En 2500 avant Jésus-Christ, dans l'épopée de Gamèche, on retrouve le transcendantalisme dans la quête principale et l'immortalité. Après ce bref passage par la case d'histoire, voyons ce que nous propose le monde d'aujourd'hui quand on parle de transhumanisme. Selon moi, le transhumanisme est basé sur 4 piliers. L'augmentation cognitive, l'augmentation physique, la quête de l'immortalité et l'intelligence artificielle. Je sais que l'intelligence artificielle n'est pas une amélioration de l'être humain en tant que tel, mais ça rentre dans le délire de perfection du transhumanisme. Les 3 piliers précédents sont là pour nous mettre sur un pied d'égalité avec les machines. Et là, parce que je ne peux pas ne pas en parler, Elon Musk. Elon Musk, Stephen Hawking et Bill Gates sont des grands défenseurs anti-intelligence artificielle. Pour eux, l'intelligence artificielle est vouée à nous remplacer, à nous surpasser. Et donc, Elon Musk le propose, une légifération sur les intelligences artificielles. D'autres ont peur du syndrome Terminator, qu'on peut considérer comme légitime puisque les intelligences artificielles pourraient être mises sur des drones. Auquel cas, on se retrouverait avec une question éthique. Et là se pose la question avec 2 voies. Premièrement, considérer l'intelligence artificielle comme une entité à part entière. Considérer l'intelligence artificielle comme une intelligence vivante. Auquel cas, il faudrait légiférer de façon à avoir une intelligence artificielle qui a un statut de citoyen, auquel cas il faut la prendre pleinement en valeur. Il faut clairement la prendre comme une entité, auquel cas il faut légiférer sur celle-ci et lui donner des droits. Ou alors la considérer comme un simple outil, auquel cas il faut toujours légiférer, mais ne pas l'utiliser, ni même la comprendre, comme quelque chose de dangereux. On peut le faire parallèle avec les couteaux ou les voitures. Les couteaux et les voitures peuvent être, selon leur utilisation, plus ou moins dangereuses. Mais effectivement, se poser la question de est-ce que l'intelligence artificielle peut être dangereuse pour l'humanité, ça a au moins le mérite de poser la question, même si je n'ai toujours pas trouvé quelqu'un qui puisse me convaincre que l'intelligence artificielle soit quelque chose de vraiment génial, ce que je pense à moitié, et que l'intelligence artificielle peut être quelque chose de très dangereux qui peut nous détruire. Ce que je crois pas tellement, puisque si on est un minimum intelligent, on peut légiférer ou tout simplement, dans le code qui forme l'algorithme qu'est l'intelligence artificielle, on peut la programmer. On peut faire en sorte qu'on lui donne pas de pulsion meurtrière. Ce qui pour moi c'est vachement plus intelligent et probable qu'un univers où à la Terminator, par exemple. Mais commençons cette émission par l'augmentation cognitive, qui est le premier de notre liste. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une toute petite partie de l'augmentation cognitive, vu que le transhumanisme, c'est une histoire d'avenir. Donc en général, la plupart des choses qui forment le transhumanisme n'existent pas encore ou sont encore dans les labos. Et justement, je vais nous intéresser à ce qu'il n'y a pas dans les labos, à ce que l'on peut, légalement ou non, se procurer. Tout d'abord, l'augmentation cognitive se fait grâce à des psychostimulants. Alors, un psychostimulant est un produit qui booste le fonctionnement du cerveau ou celui des sens. Les amphétamines sont des psychostimulants de synthèse qui donnent un gros coup de boost. L'effet dure 5 à 15 heures selon la dose et la personne. Une prise répétée d'amphétamine permet de pousser cet effet de 48 à 72 heures. Les amphétamines sont tristement célèbres car beaucoup utilisées par les armées à travers le monde et à travers les âges. La plus tristement célèbre est la pervitine, utilisée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Bon, il faut même déjà quelque chose au point qui est très clair. Les amphétamines ne sont pas bonnes. Elles donnent une sensation d'invulnérabilité, rendent euphorique,
agissent comme coupe-faim et permettent de combattre contre la fatigue. Donc parfait pour un soldat. Mais sa prise au long terme n'est pas sans risque. Déjà, on devient très vite accro, et les effets secondaires sont bien vénères. Déjà, phase d'abattement, dépression, lassitude, et même réaction agressive. Et c'est selon le pire. Les amphétamines étaient considérées comme un simple énergisant en Allemagne en 1939. Elles étaient donc prises par tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je veux dire le bon père de famille, la ménagère, et même les enfants. Bon, déjà, en plus du fait qu'on devient très vite accro, les amphétamines n'aident pas. Les soldats du Troisième Reich utiliseront la pervitine pour combattre le froid et continuer à marcher durant la conquête de l'URSS. Ils mourront dans la neige une fois les effets de celle-ci dissipés. Donc pas cool. Donc quand même les drogues étaient contre eux. Mais, et c'est encore pire que ce que j'ai dit tout à l'heure. À la fin de la guerre, en 1944-45, le besoin d'une drogue encore plus puissante se fait sentir en Allemagne. Les chercheurs nazis fabriqueront la D9, faite à base de 5 mg de cocaïne, 3 mg de pervitine et 5 mg de Rocal, un antidouleur fait à base de morphine. Là, on parle d'une drogue qui permet de marcher 80 km par jour, sans repos ni nourriture. Et sur des cailloux, histoire d'aller encore plus loin. Par contre, vous vous en doutez, les effets secondaires d'une telle drogue, c'est pas rigolo du tout. Sueur, vertige, dépression, hallucination et insuffisance cardiaque. Bon, vous vous en doutez, je le dis beaucoup, non ? Ouais, un peu. Vous vous en doutez, cette drogue ne sauvera pas les nazis. Vous trouvez ça absurde ? Vous trouvez ça débile ? Laissez-moi poser la question suivante. Aimez-vous la France ? Oui, vous savez, le pays dans lequel on est. Est-ce que vous l'aimez ? Beaucoup. Est-ce que vous le croyez au-dessus de ça ? Vous êtes mignon. Entre 1990 et 1991, durant la guerre du Golfe, les Français fourniront le modafinil aux soldats. Alors le modafinil, deux choses. De 1, c'est un psychostimulant qui a des effets quasiment identiques à ceux des amphétamines, sans en être une. Il permet de combattre la fatigue. La fatigue rend les tâches à effectuer plus agréables, permet de mieux se concentrer, et c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que le modafinil pris sur le long terme est dangereux. Problèmes neuronaux, perte de poids, et surtout insuffisance cardiaque. Mais pris à court terme, et c'est là notre point numéro 2, c'est une merveille. Considéré comme le premier agent pharmaceutique nootropique, c'est-à-dire qu'il augmente le fonctionnement cognitif sans détruire le cerveau sur sa prise à court terme, c'est le médicament qui se rapproche le plus de l'idée transhumaniste de l'augmentation cognitive. Malheureusement, le modafinil n'est encore prescrit que pour le traitement de l'hypersomnie idiopathique ou de la narcolepsie, deux troubles sévères du sommeil. Et en plus, je vous l'ai dit, à long terme, c'est pas une bonne chose. Donc, si vous voulez augmenter votre fonctionnement cognitif, en fait, le faites pas, tout simplement. Attendez que les bons produits sortent. Bon, certes, pas tout de suite, mais un jour. Quand je sais pas, mais un jour. À ça, on peut ajouter le méthylphénidate qui a des effets similaires. Mais dans l'augmentation cognitive, il n'y a pas simplement que la concentration. Il y a par exemple le pyrécétam qui booste la mémoire, ou encore les corticoïdes qui maintiennent éveillés, qui sont des anti-inflammatoires. Bon, nous avons parlé des psychostimulants les plus puissants. Parlons maintenant de ceux qui sont à notre portée et qui ne détruisent, du moins que partiellement, le cerveau. On trouve par exemple la caféine, la nicotine, ou encore la coca que l'on trouve dans les feuilles de coca. Alors, une petite précision. La caféine maintient éveillé, la nicotine permet de se concentrer, et la coca maintient éveillé. En euphorique et donne une sensation d'invulnérabilité, effet proche de ceux des amphétamines. Fonctionnement cognitif, ça veut pas dire que le cerveau. C'est aussi les sens. Toujours là pour casser les pieds celui-là. Et oui, car l'augmentation cognitive, le mot cognitif ne veut pas seulement dire le cerveau, mais aussi les sens.
L'on trouve par exemple des biohackers indépendants nommés les The Force of the Masses qui ont injecté dans les globes oculaires d'un cobaye tout un tas de produits qui lui ont permis de voir dans le noir. Enfin, d'avoir une vision nocturne. Bon, moins dangereux, surtout sûrement moins agréable à subir, quoique ça se discute, l'opération laser. Beaucoup de pilotes, par exemple d'avions de chasse, se font opérer les yeux au laser de façon à avoir une meilleure vue. Mais on va pas s'arrêter aux yeux. Les additifs alimentaires. Tous les additifs alimentaires qui sont précédés d'un E augmentent l'intensité de la perception olfacto-gustative, le goût et l'odorat. Mais, et là beaucoup plus, on va dire, futuriste, la veste VEST. Une veste qui va convertir les ondes sonores qu'elle reçoit en informations électriques qui vont partir directement vers le cerveau. Versatile Extrasensory Transducer, VEST. Ou transduceur de variation extrasensorielle, qui a la particularité, en plus de transmettre le son aux personnes qui sont malentendantes, d'éviter toute chirurgie, ce qui est un bonus. Bon, par contre, j'ai rien trouvé sur l'augmentation du toucher, tout le monde s'en fout, vous comme moi et même mon voisin. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont pris. Réfléchissez un instant. Imaginez que demain, on découvre un psychostimulant sans enjeu pour le cerveau, comme Nexus de Ramenam. Est-ce que vous serez prêt à passer à côté? Auquel cas, vous passeriez à côté d'un outil, ce serait débile. Ou est-ce que vous serez prêt à vous jeter à corps perdu dedans, au risque de ne plus être tout à fait humain? La question est posée, à vous d'y répondre. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de le faire. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Bienvenue dans Trans, bienvenue dans l'avenir de l'humanité.